Bonjour, je m'appelle Lincoln. J'ai 35 ans et je suis ingénieur en maintenance aéronautique à l'aéroport international de Des Moines, dans l'Iowa. Ma vie tourne autour d'énormes avions, de moteurs vrombissants et de longues journées à inspecter chaque boulon et chaque fil pour m'assurer que tout est parfait avant le décollage. J'adore ce travail, non seulement parce qu'il exige de la précision, mais aussi parce qu'il me donne un sentiment de contrôle, le sentiment que tout est en ordre, comme j'ai toujours voulu que ma vie soit. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler d'avion. Je veux vous raconter une journée spéciale. Le jour où je pensais atteindre le plus grand rêve de ma vie, une maison, un véritable havre de paix pour ma famille. 10 ans. C'est le temps que ma femme Queen et moi avons passé à trimer, à économiser chaque centime, à vivre dans des appartements de location exigus, partageant parfois la salle de bain avec des voisins bruyants. Queen, qui a 33 ans, est comptable pour une entreprise de meubles en ville. Elle est réfléchie, pratique et sait toujours comment empêcher notre foyer de sombrer dans le chaos. Mais si je suis honnête, je sais que Queen est profondément influencée par ses parents, surtout sa mère, Marlène. Ce sont le genre de personnes qui veulent que tout se passe à leur manière. Et Queen, bien qu'elle ne l'admettrait jamais, laisse souvent ses émotions être emportées par les conseils de sa mère, ou plutôt par ses ordres. Nous avons 2 enfants. Monica, 8 ans, une fille vive et sensible qui s'accroche à moi chaque fois que je rentre du travail, et Noah, 5 ans, un garçon hyperactif qui court toujours dans le jardin en posant des questions idiotes auxquelles je ne me lasse jamais de répondre. Ils sont tout pour moi. Chaque fois que je vois les dessins gribouillés de Monica ou que j'entends Noah parler du dinosaure qu'il a vu dans le jardin, toute ma fatigue s'envole. Ce jour-là était un après-midi d'automne vif, le ciel clair et l'air frais, et je me tenais devant notre nouvelle maison, une maison de 3 chambres que nous venions d'acheter après des années à nous priver et à économiser. Ce n'était pas un manoir, pas de piscine ni de cours de tennis. Mais pour moi, c'était le monde entier. Une maison avec une clôture blanche, un jardin confortable assez grand pour que Noah puisse y courir, et un porche où je pourrais siroter mon café chaque matin. C'était le rêve que Queen et moi avions imaginé à l'époque où nous sortions ensemble, assis sur un banc de parc, mangeant des sandwichs et parlant d'avoir un jour un endroit à nous. Je me souviens de ce moment avec une grande clarté. Nous emménagions. Monica courait dans le jardin, un crayon rouge à la main, dessinant des cercles tremblants sur des boîtes en carton. Noah s'accrochait à ma jambe, demandant « Papa, on peut avoir un chien ici ?» Un très gros. Jerry, lui ébouriffé les cheveux et promis que j'y réfléchirais, même si je savais que Queen ne serait pas d'accord tout de suite. Elle a toujours besoin de temps pour peser les choses, surtout en ce qui concerne l'ordre de notre maison. Queen était dans la cuisine à déballer des boîtes, arrangeant assiettes et bols avec le soin que j'ai toujours aimé chez elle. Ses cheveux bruns étaient attachés, quelques mèches rebelles tombant sur son front, et elle souriait. Ce doux sourire dont je suis tombé amoureux il y a 15 ans. « Lincoln, tu as vu le mixeur quelque part ?» a-t-elle appelé de la cuisine. J'ai secoué la tête, faisant semblant d'être agacé. « Chérie, si je savais où il était, je serais un super-héros maintenant. » Monica a entendu et a gloussé, tandis que Noah ajoutait « Papa est un super-héros. »« Papa est un super-héros. » Je tenais une petite pancarte en bois avec les mots foyer, doux foyer gravés dans une écriture élégante. C'était un cadeau de mes parents, George et Evelyn, lorsque nous avons signé le contrat de la maison. Je l'ai soigneusement cloué sur la porte d'entrée, sentant chaque coup de marteau marquer une étape importante. À chaque coup, mon cœur se sentait plus léger. Ce n'était pas juste une maison. C'était la preuve de 10 ans de travail acharné, de nuits tardives à faire des budgets, de petites disputes sur l'argent, et des moments où Queen et moi nous tenions la main, nous promettant de construire un avenir ensemble. Ce soir-là, nous avons organisé une petite pendaison de crémaillère. Amis, collègues et les 2 familles sont venus. Mes parents, George et Evelyn, ont conduit 2 heures depuis leur petite ville en dehors de Des Moines, apportant un plateau de biscuits faits maison, la spécialité de ma mère. Les parents de Queen, Harold et Marlène, sont également venus, avec une bouteille de vin cher dont Harold n'arrêtait pas de se vanter comme étant une trouvaille rare. Les 2 familles ne sont pas exactement proches. Ils échangent des salutations polies et des sourires crispés, et je sais pourquoi. Mes parents sont des gens simples et droits qui respectent l'espace des autres. Les parents de Queen, surtout Marlène, ont tendance à vouloir tout contrôler, de la disposition de la table à la manière dont les autres devraient vivre leur vie. J'ai essayé de ne pas m'attarder là-dessus, pensant qu'aujourd'hui était un jour heureux. Pas besoin de se préoccuper des petits détails. La fête était remplie de rires et de bavardages.
Monica et Noah couraient dans le jardin en jouant à chat avec les enfants des voisins. Quinn était occupée à recevoir, s'assurant que tout le monde avait des boissons et des desserts. Je me tenais près du barbecue dans le jardin, retournant les côtes levées, lui jetant des regards furtifs. Elle portait la robe bleu clair que j'aime, ses cheveux détachés sur ses épaules, ses yeux pétillants de joie. Je me suis dit, c'est le moment pour lequel j'ai travaillé toute ma vie. Quand les invités sont partis, il était tard. J'ai porté Monica à l'étage. Elle s'était endormie sur le canapé, serrant toujours sa poupée préférée. Noah suivait, se frottant les yeux, à moitié endormi, mais demandant toujours, « Papa, je peux dormir dans le jardin demain ?» J'ai gloussé, j'ai mis Monica au lit, j'ai tiré la couverture sur elle et je me suis tourné vers Noah. « Il faudra demander à ta mère, petit homme. » Il a hoché la tête, bâillant, et s'est endormi. Quelques instants plus tard, je suis sorti sur le porche, regardant la lumière dorée qui s'échappait de la fenêtre du salon. Cette maison, avec ses murs blancs, ses fenêtres impeccables et le son des rires de nos enfants, était tout ce dont j'avais jamais rêvé. J'ai ressenti une paix que j'avais rarement connue pendant nos années de lutte. Je l'avais fait. Nous l'avions fait. Puis j'ai senti une chaleur dans mon dos. Quinn a enroulé ses bras autour de moi, sa joue reposant légèrement contre mon dos. « Merci » a-t-elle chuchoté, sa voix aussi douce que la brise nocturne. « Merci de nous avoir donné un vrai foyer. » Je me suis retourné, j'ai regardé dans ses yeux bruns et j'ai souri. « Nous l'avons fait ensemble, mon amour. » Elle a hoché la tête, puis a dit doucement, presque nonchalamment, « Maintenant, mes parents peuvent venir nous voir quand ils veulent. » J'ai ri, j'ai hoché la tête, pensant que c'était juste un commentaire passager. Ses parents habitent à proximité et je savais qu'ils adoraient Monica et Noah. Qu'ils viennent souvent était normal, n'est-ce pas? Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Je l'ai juste serré contre moi, je lui ai embrassé le front, et ensemble nous avons regardé le jardin sombre où, demain, Noah courait en me posant d'autres questions idiotes. Mais avec le recul, j'ai réalisé que ce moment n'était pas aussi simple que je le pensais. Les mots de Quinn, légers comme une brise, étaient la première rafale d'une tempête imminente. Je ne l'ai pas vu venir, je n'étais pas préparé et je n'avais aucune idée que notre maison de rêve était sur le point de devenir un champ de bataille où l'amour, la famille et les frontières invisibles seraient mis à l'épreuve jusqu'à leurs limites. Les premiers mois dans notre nouvelle maison ont été comme un beau rêve. Chaque matin, je me réveillais tôt, préparais du café dans la cuisine, encore parfumé de l'odeur du bois neuf, et j'écoutais les oiseaux gazouiller dans le jardin. Monica et Noah se réveillaient généralement plus tard, se poursuivant autour de la table de la salle à manger en riant pendant que Quinn préparait des toasts et des œufs. Je m'asseyais là, regardant ma famille, sentant que tout était parfait. Le travail à l'aéroport était toujours mouvementé, mais il ne me pesait plus comme avant. Cette maison, avec ses murs blancs et la lumière du soleil qui filtrait par les fenêtres, était un rappel constant que tous mes efforts en avaient valu la peine. Les parents de Quinn, Harold et Marlène Dawson, ont commencé à venir plus fréquemment. Au début, je pensais que c'était génial. Il apportait des boîtes de nourriture, des ragoûts, des tartes, parfois un énorme plat de lasagne que Marlène déclarait fièrement être une recette de famille. Monica et Noah adoraient leurs grands-parents. Noah aimait particulièrement s'asseoir sur les genoux d'Harold, écoutant ses histoires sur ses jours de banquier. Bien que je parie que Noah ne comprenait pas grand-chose au-delà de la voix forte et enthousiaste qui donnait l'impression qu'un monde magique se déroulait. Marlène apportait toujours des cadeaux pour les enfants, une nouvelle robe pour Monica, un puzzle pour Noah. Je souriais, reconnaissant de leur affection, pensant que c'était leur façon de montrer leur amour pour leurs petits-enfants. Mais les choses ont commencé à changer lentement, presque imperceptiblement au début. Les visites du week-end se sont transformées en visites en milieu de semaine. Puis ils venaient tous les jours, restant parfois tard, assis dans le salon à regarder la télévision avec un volume si fort qu'il couvrait la lecture de Monica dans sa chambre. J'ai essayé de rester joyeux, me disant qu'ils voulaient juste être proches de la famille. Après tout, c'étaient les grands-parents des enfants, n'est-ce pas? Je ne voulais pas en faire toute une histoire. Marlène a commencé à laisser sa marque sur la maison. Un jour, en rentrant du travail, j'ai trouvé les rideaux du salon, ceux vert pâle sur lesquels Quinn et moi nous étions disputés pendant une semaine pour les choisir, remplacés par des rideaux à fleurs criards. Je pensais que ceci irait mieux, a dit Marlène, son ton léger mais débordant de la confiance que personne n'oserait s'y opposer. J'ai froncé les sourcils, cherchant une explication auprès de Quinn, mais elle a juste fait un sourire gêné. Maman voulait juste aider, chérie.
Ce n'est pas grave. J'ai hoché la tête, ravalant l'irritation qui montait en moi. Puis Harold s'en est mêlé. Il aimait s'asseoir dans le salon et fumer des cigarettes malgré ma demande claire de ne pas fumer dans la maison. Il se contentait de rire, de faire un geste de la main et de dire « Allez, Lincoln. Un peu de fumée ne fera pas de mal. » Je fumais toute la journée à l'époque, et je suis toujours là. J'ai essayé de rester calme, mais chaque fois que j'entrais dans le salon et que je sentais l'odeur de cigarettes accrochées au canapé, j'avais l'impression que quelqu'un envahissait mon espace. Quinn ne semblait pas le remarquer. Ou peut-être qu'elle le remarquait, mais ne voulait pas y faire face. Chaque fois que j'abordais le sujet en douceur, comme « Chérie, je pense que tes parents sont un peu trop souvent ici. Nous avons besoin d'un peu d'espace. » Elle haussait les épaules et disait « Ils veulent juste aider, Lincoln. » Tu exagères. J'ai commencé à me sentir comme un étranger, comme si mon opinion n'avait plus d'importance dans la maison même que j'avais achetée à la sueur de mon front. Puis un jour, les choses sont allées trop loin. Je suis rentré tard, épuisé après un long service à inspecter des moteurs d'avion. En entrant, j'ai entendu des bavardages animés provenant du salon. Monica et Noah jouaient avec des puzzles sur le sol tandis qu'Harold et Marlène étaient assis sur le canapé à regarder un jeu télévisé. Quinn était dans la cuisine en train de nettoyer. J'ai salué tout le monde en essayant de garder un ton optimiste, mais quelque chose n'allait pas. J'ai remarqué plusieurs grandes valises empilées dans un coin de la pièce. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. À qui sont ces valises, ai-je demandé, en gardant ma voix stable. Quinn est sorti de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier, ses yeux vacillant d'un air mal à l'aise. Chérie, mes parents vont rester avec nous pendant un moment. J'ai cligné des yeux, incertain d'avoir bien entendu. Rester ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle a pris une profonde inspiration et a parlé rapidement, comme si elle essayait de mettre fin à la conversation avant même qu'elle ne commence. Ils vont vivre avec nous. Leur maison est un peu loin. C'est peu pratique pour se déplacer et ils veulent être proches des enfants. J'ai pensé que ce serait mieux, plus facile de prendre soin les uns des autres. Je suis resté là, abasourdi, comme si on m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. Vivre avec nous. Ici, dans notre maison. J'ai jeté un coup d'œil à Harold, qui riait bruyamment d'une blague à la télévision comme si de rien n'était. Marlène s'est levée, réarrangeant les coussins sur le canapé, agissant comme si c'était déjà sa maison. « Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas, Lincoln ?» a-t-elle demandé, sa voix douce mais pleine de défi. Je voulais crier, demander pourquoi personne n'avait discuté de cela avec moi, mais les yeux de Quinn, me suppliant presque de ne pas faire de scène, m'ont fait taire. J'ai hoché la tête, marmonnant entre les dents, non, c'est bon. Mais à l'intérieur, je savais que tout avait changé. Dans les jours qui ont suivi, c'est devenu plus clair. Marlène a commencé à contrôler presque tout dans la maison. Elle a réorganisé la vaisselle dans la cuisine, a décidé de ce que nous mangerions pour le dîner, et s'est même immiscée dans la façon dont Quinn élevait les enfants. Monica doit manger plus de légumes, disait-elle, comme si Quinn et moi ne savions pas comment élever nos propres enfants. Harold a pris possession du salon, laissant des cigarettes à moitié fumées sur la table basse malgré ma demande de fumer dehors. J'ai essayé de me contenir, de maintenir la paix, mais chaque jour qui passait, je me sentais de plus en plus exclu de ma propre famille. Quinn ne voyait toujours pas le problème. Elle agissait comme si tout était normal, comme si le fait que ses parents dirigent notre foyer était naturel. Ils veulent juste aider, Lincoln, répétait-elle comme un mantra. Mais je savais au fond d'elle qu'elle essayait aussi de se convaincre. J'ai commencé à réaliser qu'elle ne voulait pas affronter sa mère, ne voulait pas contrarier Marlène, et moi, le mari, le père, celui qui avait transpiré pour construire cette maison, je suis devenu invisible. Un soir, je me suis assis sur le porche, regardant la lumière qui s'échappait du salon. Monica et Noah dormaient, mais la télévision hurlait depuis le salon où Harold regardait le football. J'ai entendu Marlène dans la cuisine, donnant des instructions à Quinn sur la façon de faire une soupe qu'elle jugeait meilleure. J'ai pris une gorgée de ma bière, essayant de réprimer le sentiment d'étouffement qui montait en moi. C'est ma maison, me suis-je dit. Alors pourquoi ai-je l'impression de ne pas être à ma place ici? Je ne le savais pas encore, mais une véritable tempête se préparait. Les frontières invisibles de cette maison étaient sur le point de voler en éclats. Et peu importe mes efforts, je ne pouvais pas empêcher les fissures de s'étendre. Les jours qui ont suivi l'emménagement des parents de Quinn,
notre maison a cessé d'être le havre de paix où je me tenais autrefois sur le porche, souriant de contentement. Elle ressemblait plus à une arène où je devais marcher sur des œufs à chaque pas pour éviter de casser quelque chose, ou plutôt pour empêcher les tensions latentes d'éclater. Mais la vérité était que, peu importe mes efforts, tout m'échappait. Marlène semblait avoir pris le contrôle total de la maison. Chaque matin, je me réveillais pour la trouver dans la cuisine en train de réorganiser le placard à épices à sa guise, même si Queen avait dit qu'elle préférait les choses comme elles étaient. C'est plus pratique, disait Marlène, son ton doux mais empreint d'une certitude inébranlable qui n'admettait aucune contestation. De nouveaux rideaux, des tableaux déplacés, des vases inconnus apparaissant sur la table de la salle à manger. Tout portait sa marque. J'ai essayé d'ignorer cela, me disant que c'était de petits changements, mais chaque fois que j'entrais dans la maison, j'avais l'impression d'entrer chez un étranger. Harold, quant à lui, a revendiqué le salon. Il s'asseyait dans mon fauteuil préféré, les pieds posés sur la table basse, regardant des matchs de football à un volume si fort qu'il couvrait la lecture de Monica dans sa chambre. L'odeur de ses cigarettes persistait dans tous les coins, malgré mes demandes répétées de ne pas fumer dans la maison. « Lincoln, tu t'inquiètes trop », disait-il avec un sourire narquois, comme si j'étais un homme fragile qui ne savait pas vivre librement. J'ai serré la mâchoire en essayant de rester calme, mais chaque fois que je voyais des cendres de cigarettes sur le tapis, c'était comme un coup de poignard dans ma fierté. Ce qui me faisait le plus mal, c'étaient les enfants. Monica, ma petite fille sensible, a commencé à changer. Elle ne courait plus pour me serrer dans ses bras quand je rentrais du travail. Au lieu de cela, elle s'asseyait avec Marlène, écoutant ses histoires ou faisant de la pâtisserie. Noah était attiré par Harold, qui le taquinait en disant que j'étais trop strict pour ne pas le laisser manger de bonbons avant de se coucher. « Ton père est trop sérieux, hein » disait Harold, faisant un clin d'œil à Noah, qui gloussait, ignorant que ces mots érodaient lentement mon rôle de père. J'avais l'impression de perdre mes enfants sous mon propre toit. Queen, comme d'habitude, ne voyait pas le problème. Ou peut-être qu'elle ne voulait pas le voir. Chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet en douceur, en disant que ses parents s'ingéraient trop, elle soupirait et secouait la tête. « Lincoln, ils veulent juste aider. Pourquoi en fais-tu toute une histoire ?» Je voulais crier, lui demander si elle ne voyait pas que j'étais en train d'être évincé de ma propre famille, mais ses yeux fatigués me faisaient taire. Je savais qu'elle était prise entre deux feux, déchirée entre son amour pour moi et sa loyauté envers ses parents. Mais cela ne rendait pas la douleur moins vive. J'étais son mari, le père de nos enfants. Mais maintenant, je me sentais comme un étranger dans la maison que j'avais achetée à la sueur de mon front. Un soir, je n'en pouvais plus. Je suis rentré épuisé après une longue journée, ne désirant rien de plus que de m'asseoir et de dîner avec ma famille. Mais en entrant, j'ai trouvé Marlène dans la cuisine, dirigeant Queen sur la bonne façon de faire un ragoût. « Tu fais mal, Queen. Il faut plus de sel, disait-elle, son ton autoritaire. Queen hochait la tête, obéissant docilement, bien que je sache qu'elle détestait être micromanagée dans sa propre cuisine. Dans le salon, Harold regardait la télévision, le volume si fort que j'ai dû crier pour demander où était Monica. À l'étage, probablement en train de dessiner, a-t-il répondu, les yeux rivés sur l'écran. Je suis allé dans la chambre de Monica et je l'ai trouvée assise sur son lit, serrant sa poupée, les yeux rouges. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» ai-je demandé, m'asseyant à côté d'elle. Elle a hésité, puis a chuchoté, « Mamie a dit que je ne devrais pas tant dessiner, que je devrais apprendre à faire de la pâtisserie avec elle. » Mais je ne veux pas, sa voix tremblait et j'ai senti mon cœur se serrer. Je l'ai serré dans mes bras, promettant de parler à sa grand-mère, mais au fond de moi, je savais que les choses étaient allées trop loin. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, j'ai emmené Queen sur le porche. J'ai essayé de garder ma voix calme, mais chaque mot semblait être arraché de ma poitrine. « Queen, nous devons parler. Tes parents, ils contrôlent tout. J'ai l'impression de ne plus avoir ma place dans cette maison. » Elle m'a regardé, ses yeux vacillant d'un air mal à l'aise, mais son expression s'est ensuite durcie. « Lincoln, tu exagères encore. Ils veulent juste aider. Tu ne vois pas à quel point ils aiment Monica et Noah. » Aider, ai-je lâché, ma voix plus forte que prévu. Ils transforment notre maison en la leur, Queen. Je n'ai mon mot à dire sur rien. Ni les repas, ni la façon dont nous élevons nos enfants. Je me sens comme un étranger. Elle a secoué la tête, reculant. Tu es égoïste, Lincoln. Ce sont mes parents.
Je ne peux pas simplement les mettre à la porte parce que tu es mal à l'aise. La conversation s'est terminée lorsqu'elle est retournée dans la maison, me laissant seul sur le porche, regardant la lumière qui s'échappait du salon, sentant mon monde s'effondrer. Dans les jours qui ont suivi, je me suis replié sur moi-même. Je partais travailler plus tôt, rentrais plus tard, dînant parfois seul dans un restaurant près de l'aéroport. J'évitais Marlène et ses remarques acerbes comme « Lincoln, tu travailles trop. Tu ne prêtes pas attention à ta famille. » J'évitais Harold et ses piques sur le fait que j'étais trop strict ou que je ne savais pas profiter de la vie. Pire encore, j'ai commencé à éviter Queen parce que chaque fois que je la regardais, je voyais de la déception. Non pas parce qu'elle était en colère contre moi, mais parce que je ne pouvais pas protéger l'espace qui appartenait à notre famille. L'atmosphère dans la maison est devenue lourde, comme si nous jouions tous une pièce de théâtre. Nous parlions encore, rions et dînions ensemble, mais personne n'écoutait vraiment. Monica est devenue plus silencieuse, se retirant souvent dans sa chambre. Noah continuait de courir, mais j'ai remarqué qu'il commençait à écouter davantage Harold, comme s'il était le vrai père. J'avais l'impression de tout perdre. Ma femme, mes enfants et la maison que je pensais être notre sanctuaire. Un soir, je me suis assis sur le porche, tenant une bière fraîche, regardant le jardin où les rires des enfants ne résonnaient plus. À l'intérieur, j'entendais Marlène raconter à Queen comment élever les enfants à l'époque. J'ai entendu le rire bruyant d'Harold devant un match de football. Et j'ai entendu mon propre cœur battre lentement, lourdement, comme s'il comptait à rebours avant une explosion inévitable. Je savais que si je ne faisais rien, je perdrais tout. Mais que pouvais-je faire quand la personne que j'aimais le plus se tenait de l'autre côté de la ligne de bataille? Les semaines qui ont suivi ont transformé notre maison en un lieu étranger. Je ne la reconnaissais plus. En rentrant, je me faufilais discrètement dans le salon, évitant le regard d'Harold et les remarques voilées de Marlène. Je me retirais dans le bureau, fermais la porte et restais assis là, à regarder les photos de famille sur le mur. Des moments de bonheur où nous étions encore une vraie famille. Un soir, j'ai décidé que je devais avoir une conversation sérieuse avec Queen. Je ne pouvais plus continuer à vivre comme ça, comme un fantôme dans ma propre maison. Après que les enfants se soient couchés, je l'ai emmené sur le porche. La nuit était froide, le vent faisant bruisser les arbres du jardin. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix stable. Queen, je n'en peux plus. Tes parents, ils contrôlent tout. J'ai l'impression de ne plus faire partie de cette famille. Queen m'a regardé, une lueur de douleur dans les yeux, mais elle est rapidement devenue sur la défensive. Lincoln, de quoi parles-tu? Mes parents veulent juste aider. Tu veux que je les mette à la porte? C'est ma famille. J'ai serré les poings, essayant d'empêcher ma voix de trembler. Je ne dis pas de les mettre à la porte, mais tu ne vois pas? Ils décident de tout, de la façon dont nous élevons les enfants à notre mode de vie. Je suggère que nous pourrions peut-être les aider à louer un appartement à proximité. Ils seraient toujours proches des enfants, mais nous aurions notre propre espace. Pour moi, c'était une solution raisonnable. Mais pour Queen, c'était une insulte. Tu es si égoïste, Lincoln, a-t-elle crié, sa voix s'élevant avec une fureur que je n'avais jamais vue auparavant. Mes parents ont tant sacrifié pour moi, pour les enfants. Et maintenant tu veux les chasser. Sais-tu à quel point ça leur ferait mal? Je suis resté là, abasourdi, sentant le sol s'effondrer sous mes pieds. Je voulais dire que je souffrais aussi, que je perdais ma famille, mais ma gorge s'est nouée et les mots ne sont pas sortis. La conversation a été interrompue lorsque Marlène est apparue à la porte. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit, a-t-elle demandé, son ton glacial. Je savais qu'elle avait tout entendu. Ses yeux me fixaient avec mépris, comme si j'étais un misérable ingrat. Lincoln, tu devrais être reconnaissant de ce que nous faisons pour cette famille, a-t-elle dit, puis elle est retournée à l'intérieur, entraînant Queen avec elle. Queen n'a pas regardé en arrière, elle a juste suivi sa mère, me laissant seul sur le porche, le froid s'infiltrant dans mes os. À partir de ce moment, les choses ont empiré. Marlène et Harold ont resserré leur emprise. Ils se sont mêlés de chaque décision, des activités extrascolaires de Monica à la coupe de cheveux de Noah. J'avais l'impression de n'avoir aucune autorité dans ma propre maison. À chaque repas, je restais assis en silence, écoutant Marlène faire la leçon sur la bonne façon d'élever les enfants, entendant Harold me piquer parce que je travaillais trop. Queen ne disait rien, se contentant de baisser la tête comme si elle avait renoncé à se tenir à mes côtés.
J'ai commencé à dormir dans le bureau sur un canapé exigu. J'ai dit à Quinn que j'avais besoin d'espace pour travailler tard, mais la vérité était que je ne supportais pas la sensation d'étouffement en étant allongé à côté d'elle, sachant qu'elle n'était plus ma partenaire. Je me sentais comme un étranger, un locataire dans la maison que j'avais achetée à la sueur de mon front. Le point de rupture est arrivé un soir, en rentrant tard. Je suis entré en espérant dîner avec les enfants, mais la scène qui s'offrait à moi m'a brisé le cœur. Monica et Noah dînaient avec Harold et Marlène, riant et plaisantant joyeusement. Quinn était dans la cuisine en train de nettoyer comme si de rien n'était. Personne n'a remarqué que j'étais rentré. Personne ne m'avait gardé une assiette. Je suis resté là, dans l'embrasure de la porte, regardant ma famille, mais je n'en faisais plus partie. Le sentiment d'être exclu, abandonné, m'a transpercé comme un couteau qui se tord dans ma poitrine. Je suis allé tranquillement au bureau, j'ai fermé la porte et je me suis assis, regardant la photo de famille sur mon bureau. Dessus, nous sourions, debout devant notre nouvelle maison avec la pancarte « Home Sweet Home » accrochée derrière nous. Je me suis demandé où était passée cette maison. Je me suis demandé si je pourrais jamais la récupérer, ou si j'avais vraiment tout perdu. Tout a explosé un samedi soir, en rentrant tard du travail. Je suis entré dans la maison, épuisé après une longue journée à l'aéroport, ne désirant rien de plus que de m'asseoir et de dîner avec Monica et Noah. Mais dès que j'ai ouvert la porte, j'ai entendu Marlène dans la cuisine, critiquant la technique de Quinn pour couper les légumes. « Tu ne fais pas bien, Quinn. Tu dois les couper plus petits, comme je le fais toujours. » Quinn était silencieuse, mais je pouvais voir ses épaules se tendre comme si elle retenait quelque chose. Dans le salon, Harold regardait un match de football, le volume si fort qu'il couvrait Noah qui posait une question sur son jeu. J'ai posé mon sac en essayant de rester calme et j'ai demandé « Qu'est-ce qu'on mange ce soir, Quinn ?» Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Marlène est intervenue, son ton autoritaire, ragoût de bœuf, Lincoln. Mais tu es trop en retard. La nourriture est froide. J'ai dit à Quinn de t'attendre, mais elle a dit que ce n'était pas nécessaire. Je me suis figé, comme si on m'avait versé de l'eau glacée dessus. J'ai regardé Quinn, espérant qu'elle dirait quelque chose, qu'elle prendrait ma défense, mais elle a juste gardé la tête baissée, essuyant le comptoir de la cuisine. C'était une petite chose, un repas froid, une remarque irréfléchie. Mais c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tous les mois à me retenir, à ravaler le sentiment d'être mis à l'écart, tous les moments où j'ai senti que je perdais mes enfants et Quinn, ont éclaté comme un feu de forêt. J'ai pris une profonde inspiration, ma voix tremblante, « Quinn, je dois te parler. Maintenant. » Elle a levé les yeux, une lueur d'inquiétude dans le regard, mais elle m'a suivi sur le porche. L'air nocturne était frais, portant l'odeur de l'herbe fraîchement coupée du jardin voisin. Je me tenais là, agrippant la balustrade, essayant de maîtriser la colère qui montait en moi. « Quinn, ai-je commencé, ma voix basse mais lourde. J'ai essayé. J'ai essayé de maintenir la paix, de faire en sorte que les choses fonctionnent. Mais je ne peux plus faire ça. Tes parents, ils contrôlent tout. Ils décident comment nous élevons nos enfants, comment nous vivons. Je ne me sens plus comme ton mari, comme le père de Monica et Noah. » Quinn a croisé les bras, ses yeux froids, mais j'ai vu ses lèvres trembler. « Lincoln, ça recommence » a-t-elle lâché, sa voix tranchante comme pour masquer sa propre blessure. « Mes parents veulent juste aider. Sais-tu tout ce qu'ils ont sacrifié pour moi, pour les enfants? Tu as changé, Lincoln. Tu ne respectes plus ma famille. » Ces mots m'ont transpercé comme un couteau, me coupant profondément le cœur. Je l'ai regardé, cherchant la femme qui m'avait un jour serré par derrière, chuchotant que c'était notre maison. Mais maintenant, elle se tenait là, défendant ses parents comme si j'étais l'ennemi. Changé, ai-je répliqué, incapable de me retenir plus longtemps. Quinn, j'ai tout fait pour maintenir cette famille unie. Je suis resté silencieux quand ta mère a tout changé dans notre maison. Quand ton père m'a traité comme si j'étais invisible. J'ai essayé de garder les enfants en dehors de ce désordre. Mais toi? Tu ne vois pas que je suis en train de tout perdre? Tu ne vois pas que je n'ai pas voix au chapitre dans notre propre maison? Ma voix s'est brisée et mes yeux me piquaient, mais j'ai refusé de pleurer. J'ai refusé de la laisser me voir faible. Quinn a reculé, ses yeux un mélange de colère et de douleur. Si tu es si mal à l'aise, Lincoln, a-t-elle dit, sa voix glaciale, alors peut-être que tu devrais aller loger ailleurs pendant un moment.
Ce serait peut-être mieux pour tout le monde. Ces mots ont été le coup de grâce, me laissant sans souffle. Je l'ai regardée fixement, cherchant un signe qu'elle ne le pensait pas, mais tout ce que j'ai vu, c'est de la résolution dans ses yeux. Elle avait fait son choix, pas moi, mais ses parents. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais allongé sur le canapé du bureau, fixant le plafond, essayant de comprendre ce qui était arrivé à notre famille. J'ai pensé à Monica, ses yeux rouges, quand elle m'a dit qu'elle ne voulait pas faire de pâtisserie avec sa grand-mère. J'ai pensé à Noah, riant alors qu'Harold me qualifiait de trop strict. Et j'ai pensé à Quinn, son sourire le jour de notre emménagement. Tout cela n'était plus qu'un souvenir enfoui sous des conflits tacites. Le lendemain matin, j'ai emballé quelques affaires, des vêtements, une brosse à dents et la photo de famille de mon bureau. Je n'ai rien dit à Quinn, ne voulant pas faire de scène devant les enfants. Monica et Noah prenaient leur petit déjeuner dans la cuisine, Marlène leur versant du lait. Je leur ai embrassé le front en disant « Papa doit aller travailler pour quelques jours, mais je vous appellerai, d'accord ?» Monica a hoché la tête, les yeux inquiets, tandis que Noah a juste souri et dit « Appelle-nous, papa ». J'ai forcé un sourire, cachant la douleur dans ma poitrine, et je suis sorti de la maison. J'ai loué une petite chambre près de l'aéroport, un endroit nu avec de la peinture écaillée et un lit qui grinçait. C'était froid, dépourvu de la chaleur d'une famille. Mais au moins ici, je ne me sentais pas comme un étranger. Chaque soir, j'appelais Monica et Noah, écoutant leurs histoires sur l'école et leurs nouveaux jeux. Monica parlait d'un dessin qu'elle avait fait, et Noah se vantait d'apprendre à lancer une balle avec son grand-père. Je souriais, leur disais de bien dormir, mais quand je raccrochais, je restais assis dans cette pièce vide, le poids de la solitude m'oppressant la poitrine comme une pierre. Quinn n'a pas appelé. Pas un texto, pas un seul signe de vie. Monica m'a dit qu'elle continuait comme si mon absence n'avait pas d'importance. J'ai commencé à sentir la piqûre profonde d'avoir une maison où je ne pouvais pas retourner. Cette maison avec sa clôture blanche et sa pancarte « Home Sweet Home » était maintenant un luxe lointain. Je l'avais perdue, non pas parce que je n'avais pas essayé, mais parce que je ne savais pas comment me battre contre ma propre famille. Pendant ces longues nuits solitaires, j'ai pensé à mes parents, George et Evelyn. Ils vivaient dans une petite ville à 2 heures de Des Moines, dans une maison simple où j'ai grandi avec de chaleureux souvenirs. Je me souvenais de mon père, avec sa voix calme et posée, m'apprenant à réparer un vélo. Je me souvenais de ma mère, avec son gentil sourire, me rappelant toujours que la famille est l'endroit où les gens se respectent. Ils étaient les seuls à pouvoir me comprendre maintenant, à pouvoir m'aider à retrouver mon équilibre. Je savais ce que je devais faire. Je ne pouvais pas continuer à fuir. Mais d'abord, je devais me retrouver. L'homme qui avait un jour rêvé d'un foyer, qui croyait que l'amour pouvait surmonter tous les défis. J'ai fermé les yeux, imaginant les visages de Monica et Noah, et je me suis promis que, quoi qu'il arrive, je ne les perdrais pas. Mais pour cela, j'avais besoin d'aide, et je savais où me tourner. La petite chambre louée est devenue l'endroit où je me suis confronté à moi-même. Chaque soir, après avoir appelé Monica et Noah, je restais allongé là, à regarder le plafond, laissant les souvenirs d'enfance revenir comme une douce rivière. Je me souvenais des après-midi d'été dans la petite ville en dehors de Des Moines, où mon père, George, était assis dans le hangar, m'apprenant à changer une chambre à air de vélo. Il n'était jamais pressé, toujours patient, sa voix profonde comme une mélodie régulière. Lincoln, il faut y aller doucement. Comprendre chaque pièce. Tout a un ordre. Moi, un garçon de 10 ans, accroupi à côté de lui, les mains pleines de graisse, j'avais l'impression d'apprendre quelque chose de bien plus grand que la réparation de vélo. Ma mère, Evelyn, était le cœur de notre foyer. Elle avait une façon de rendre tout plus léger. De la cuisson des biscuits chaque dimanche au règlement des disputes entre mon frère et moi. La famille est l'endroit où tu trouves la paix, disait-elle, ses yeux bienveillants fixés sur moi. Mais la paix ne vient que lorsque tout le monde se respecte. À l'époque, ce n'était que les mots de ma mère. Mais maintenant, dans la chambre froide et louée, il résonnait comme un signal d'alarme. La maison que je partageais avec Quinn avait perdu ce respect. Non seulement entre moi et ses parents, mais entre nous. J'ai réalisé que j'avais grandi dans une famille simple mais solide. Mes parents n'étaient pas riches. Mon père était mécanicien, ma mère, institutrice. Mais ils ont toujours fixé des limites claires. Ils ne se sont jamais trop mêlés de la vie des autres, n'ont jamais fait en sorte que quelqu'un se sente mis à l'écart. En comparant cela à ma maison actuelle,
où Marlène réarrangeait tout à sa guise, où Harold revendiquait le salon comme son propre domaine, je sentais un fossé infranchissable. J'avais essayé de construire une maison comme celle de mes parents, mais maintenant, je n'étais qu'un homme perdu. Ce week-end-là, j'ai décidé de rendre visite à mes parents. La route vers leur petite ville serpentait à travers des champs de maïs dorés sous le soleil d'automne. Quand je me suis garé devant leur maison en bois usé avec sa clôture fanée et le petit jardin de ma mère rempli de chrysanthèmes, j'ai senti ma poitrine se desserrer. Ma mère a ouvert la porte, son gentil sourire inchangé, mais ses yeux trahissaient une pointe d'inquiétude en me voyant. « Lincoln, tu as maigri », a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. Mon père, debout dans l'embrasure de la cuisine, a simplement hoché la tête, mais je savais qu'il m'observait, comme il le faisait toujours quand il sentait que quelque chose n'allait pas. Nous nous sommes assis dans le salon autour de la vieille table en bois que mon père avait construite il y a 20 ans. Maman a préparé du thé, papa s'est assis en silence, et j'ai commencé à parler. Je leur ai parlé de la nouvelle maison, comment elle avait été un jour mon rêve et celui de Quinn. Je leur ai parlé d'Harold et Marlène, comment ils avaient pris possession de notre espace, comment je me sentais exclu. Je leur ai parlé de Quinn, de notre grande dispute, de ces mots froids me disant de partir. Et je leur ai parlé de Monica et Noah, de ma peur de perdre mes enfants. Ma voix tremblait et j'ai dû m'arrêter, baissant la tête pour cacher les larmes qui montaient. Maman m'a pris la main, son contact chaud et rassurant. « Lincoln, tu as fait de ton mieux », a-t-elle dit, sa voix douce mais ferme. « Mais tu ne peux pas laisser les autres définir ta famille. Tu dois te battre. Pas en te disputant, mais en leur montrant qui tu es. Un mari, un père. » Je l'ai regardé, me sentant à nouveau comme ce garçon de 10 ans cherchant les conseils de sa mère. Mais cette fois, je n'avais pas seulement besoin de conseils. J'avais besoin d'une issue. Mon père, le plus silencieux, a finalement parlé. « Lincoln », a-t-il dit, sa voix solide comme la pierre. « Tu dois reprendre ta place. Pas en chassant qui que ce soit, mais en leur rappelant que c'est ta maison. Amène-nous là-bas. Laisse-les voir que tu n'es pas seul. » L'idée m'a stupéfié. Amener mes parents vivre avec nous. Ça semblait être un plan fou, mais dans cette folie, j'ai vu une lueur d'espoir. Peut-être que si Quinn voyait mes parents, des gens qui respectaient toujours les limites, qui mettaient la famille en premier, elle comprendrait ce que j'essayais de dire depuis le début. J'ai passé la nuit là-bas, dormant dans mon ancienne chambre où un poster de basket du lycée était encore accroché au mur. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi profondément, sans être hanté par la télévision hurlante d'Harold ou la voix autoritaire de Marlène. Le lendemain matin, j'ai dit à mes parents, « Je veux que vous veniez vivre avec moi pendant un moment. J'ai besoin de votre aide. » Maman a souri et a hoché la tête tandis que papa m'a juste tapé sur l'épaule, sa façon de dire qu'il croyait en moi. En retournant à Des Moines avec mes parents sur la banquette arrière, j'ai senti une nouvelle force. Je n'étais plus l'homme qui se cachait dans une chambre froide et louée. J'étais Lincoln, l'homme qui avait construit une maison, et j'allais la récupérer. Pas pour gagner, mais pour protéger ce que j'aimais. Au fond de moi, je savais que ce plan, aussi audacieux soit-il, était un pari. Amener mes parents vivre avec Harold et Marlène pouvait soit me redonner une voix, soit déclencher une guerre encore plus grande. J'ai agrippé le volant, imaginant les visages de Monica et Noah, et je me suis dit, quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai pas. La maison est apparue alors que je tournais dans notre rue familière. Sa clôture blanche et sa pancarte, Home Sweet Home, toujours accrochée à la porte. Mais cette fois, en entrant, je n'ai plus ressenti l'étouffement d'avant. Mes parents, George et Evelyn, suivaient, transportant quelques petites valises. Maman a fait un doux sourire, ses yeux pleins d'encouragement, tandis que papa a simplement hoché la tête, sa manière habituelle de se préparer à un défi. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ouvert la porte et j'ai appelé, « Quinn, je suis à la maison. » Mes parents sont là aussi. Quinn est sorti de la cuisine, son tablier toujours noué autour de sa taille, les mains pleines de farine. Elle m'a regardé, puis mes parents, et pendant un instant, j'ai vu le choc dans ses yeux. « Tes parents » a-t-elle répété, sa voix légèrement tremblante. « Ils restent ici ?» J'ai hoché la tête, gardant un ton calme. « Oui, j'ai pensé que ce serait bien qu'ils restent un moment, pour être proches des enfants, pour nous aider. » J'ai délibérément fait écho à la raison qu'elle avait donnée lorsque ses parents avaient emménagé, espérant qu'elle comprendrait mon intention, mais le regard dans les yeux de Quinn m'a dit qu'elle n'était pas préparée à cela. Marlène est apparue depuis le salon, Harold la suivant, une cigarette non allumée à la main.
Georges, Evelyne, a dit Marlène, sa voix douce mais froide. Quelle surprise de vous voir tous les deux. Ma mère a souri, répondant avec sa courtoisie habituelle, nous voulions juste être plus proches des petits-enfants, Marlène. J'espère que nous ne dérangeons pas, mais j'ai vu comment les mains de Marlène se sont crispées, comment Harold a haussé un sourcil, et j'ai su que la bataille silencieuse avait commencé. Les premiers jours ont été une étude de tension contrôlée. Mes parents ont essayé de se fondre dans le décor, mais les différences entre les deux couples de grands-parents sont rapidement devenues évidentes. Ma mère, Evelyne, était douce et maintenait les choses en ordre. Elle aidait à nettoyer et à cuisiner, mais ne s'imposait jamais. Quand Monica voulait dessiner au lieu de faire de la pâtisserie, maman a juste souri, s'est assise avec elle et a pris un crayon. Marlène, en revanche, s'accrochait à son besoin de contrôle. Monica, tu devrais apprendre à cuisiner. Ce sera utile quand tu seras plus grande, disait-elle de son ton autoritaire, faisant baisser la tête à Monica, ses yeux évitant le contact. Mon père, Georges, était calme mais inflexible, refusant d'être diminué. Une fois, alors qu'Harold se vantait de ses jours de banquier, insinuant que le travail de papa en tant que mécanicien était inférieur, papa l'a regardé, sa voix aussi stable que la pierre, Harold, chaque travail a sa valeur tant qu'il permet de subvenir aux besoins de sa famille. Le commentaire a fait taire Harold, mais j'ai vu une lueur d'irritation dans ses yeux. À partir de ce moment, les deux pères se sont livrés une guerre subtile, échangeant des piques apparemment inoffensives chargées de sens cachés. Queen était prise entre deux feux, essayant de maintenir la paix, mais je pouvais voir qu'elle était de plus en plus épuisée. Elle naviguait entre les deux mers, essayant de satisfaire les deux camps. Une fois, je l'ai entendue soupirer dans la cuisine quand ma mère a suggéré de faire sa soupe aux lentilles tandis que Marlène insistait sur le fait que son ragoût de bœuf devait être le plat principal. « Maman, Evelyne, s'il vous plaît. »« Je vais faire les deux, » a dit Queen, sa voix presque suppliante. Je voulais entrer, la serrer dans mes bras, lui dire que je comprenais, mais la distance entre nous restait comme un mur invisible. Monica et Noah ont commencé à sentir l'atmosphère lourde. Un après-midi, j'ai trouvé Monica recroquevillée dans sa chambre, serrant sa poupée, les yeux rouges. « Papa, mamie et Nana ne s'aiment pas, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé d'une petite voix. Je me suis agenouillé, je l'ai serrée dans mes bras et j'ai essayé de trouver des mots réconfortants, mais mon cœur me faisait mal. Noah, habituellement si vif, est devenu plus silencieux, évitant les moments où les deux grands-mères s'affrontaient dans la cuisine. J'ai réalisé que mon plan, destiné à reprendre ma voix, blessait mes enfants. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Pas maintenant. Pas après être allé si loin. La maison est devenue un champ de bataille avec des factions claires. Le côté maternel, Marlène et Harold, dominaient le salon et la cuisine, continuant à donner des ordres et à exercer leur contrôle. Le côté paternel, mes parents, se sont ralliés autour de moi et des enfants, essayant de maintenir un espace paisible. Chaque repas était une compétition silencieuse remplie de piques voilées et de regards acérés. Marlène se plaignait de la cuisine de ma mère, la qualifiant de trop fade. Maman souriait simplement, mais j'ai vu ses jointures se crisper autour de sa serviette. Harold se moquait de papa parce qu'il ne savait que réparer des machines, et papa répondait par le silence, bien que ses yeux disaient qu'il ne reculerait pas. J'ai essayé de rester calme, mais au fond de moi, je savais que j'avais déclenché une guerre. Je voulais que Queen voie que la famille avait besoin de limites, de respect, mais au lieu de cela, je n'avais fait qu'empirer les choses. Une nuit, après que tout le monde soit allé se coucher, je me suis assis sur le porche, regardant le jardin, maintenant silencieux comme un cimetière. Je me suis demandé si je faisais ce qu'il fallait ou si j'entraînais simplement ma famille plus profondément dans un bourbier. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'étais allé trop loin, et maintenant je ne pouvais qu'attendre de voir comment ce feu allait brûler, ou s'il allait tout consumeur. Notre maison, autrefois un symbole de nos rêves, était devenue un foyer incandescent où chaque action, chaque mot, jetait de l'huile sur le feu. Les deux mères, ma mère Evelyne et Marlène, étaient au cœur de chaque conflit. Ma mère, avec sa nature douce et droite, essayait de maintenir l'ordre discrètement. Elle nettoyait, s'occupait des enfants, mais respectait toujours les limites de Queen et les miennes. Marlène, en revanche, ne pouvait s'empêcher de contrôler. Elle changeait les menus, réarrangeait les meubles et dictait même les horaires de Monica et Noah. « Queen, tu ne peux pas laisser les enfants veiller si tard, » disait-elle de son ton autoritaire, même si j'avais expliqué que Monica avait besoin de temps pour dessiner avant de se coucher. Les affrontements entre les deux mères se produisaient quotidiennement, souvent dans la cuisine,
qui fut un jour le cœur de notre foyer pour moi. Une fois, ma mère a suggéré de faire les biscuits traditionnels de notre famille pour le petit déjeuner de Monica et Noah. Marlène, qui se tenait à proximité, s'est moquée, des biscuits. Les enfants ont besoin de quelque chose de plus nutritif. Evelyne, laisse-moi faire mes omelettes. Ma mère a juste souri, mais j'ai vu sa prise se resserrer sur la cuillère en bois, retenant sa frustration. Queen, prise au milieu, a soupiré et a dit, d'accord, faites les deux. Mais je savais qu'elle était épuisée, essayant de satisfaire les deux camps et échouant. Les deux pères n'étaient pas mieux. Mon père, George, était calme mais résolu, et sa fermeté irritait Harold. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans le salon, Harold a lancé une pique, « George, tu as réparé des machines toute ta vie. Tu ne sais probablement pas ce que c'est que de gérer une grande famille, hein ?» Mon père n'a pas répondu, mais ses yeux disaient qu'il ne reculerait pas. Queen, qui me reliait autrefois au monde, était devenue une ombre pâle. Elle naviguait entre les deux familles, essayant de maintenir la paix. Mais je pouvais la voir de plus en plus frustrée. Quand j'ai suggéré qu'elle demande à sa mère d'arrêter de se mêler de notre éducation, elle m'a sèchement répondu, « Lincoln, tu as amené tes parents ici, et maintenant tu me blâmes. Si tu ne voulais pas de mes parents ici, pourquoi ne l'as-tu pas dit dès le début ?» J'étais abasourdi, voulant expliquer que je voulais juste qu'elle comprenne ce que je ressentais, mais elle s'est détournée, me laissant avec un sentiment d'impuissance. Les enfants, Monica et Noah, ont commencé à sentir l'atmosphère étouffante. Monica, toujours sensible, a commencé à se retirer dans sa chambre, serrant sa poupée et dessinant des images tristes. Des maisons sans fenêtres, des gens se tenant à distance les uns des autres. Noah, bien que toujours énergique, a commencé à éviter les dîners de famille où les deux mères et pères rivalisaient pour imposer leurs opinions. Une fois, il m'a entraîné dans le jardin et a chuchoté, « Papa, pourquoi tout le monde se dispute tout le temps ?» Je l'ai serré dans mes bras, cherchant des mots réconfortants, mais mon cœur me faisait mal, réalisant que mon plan blessait mes enfants. Le point de rupture est arrivé un soir, alors que nous étions tous assis pour dîner, une rare tentative de maintenir la façade d'une famille unie. La table était couverte de nourriture, la soupe aux lentilles de ma mère, le ragoût de bœuf de Marlène et une salade que Queen avait préparée pour apaiser les deux camps. Mais l'air était lourd, comme un orage sur le point d'éclater. Tout a commencé lorsque Marlène a fait une remarque, son ton autoritaire, « Monica, tu manges trop peu. Tu as besoin de plus de viande, sinon tu ne grandiras pas. » Ma mère, qui était restée silencieuse si longtemps, a finalement pris la parole, « Marlène, laisse la fille choisir ce qu'elle veut manger. La forcer n'est pas bon. » Ce commentaire a allumé la mèche. Marlène a claqué sa cuillère, sa voix glaciale, « Evelyne, es-tu en train de me dire comment élever mes petits-enfants ? J'ai très bien élevé Queen. Je sais ce que je fais. » Ma mère, toujours douce mais inflexible, a répondu, « Je dis juste que les enfants ont besoin d'un peu de liberté. Ce ne sont pas des objets que nous pouvons contrôler. » La pièce a volé en éclats. Harold est intervenu, sa voix dégoulinant de sarcasme, « George, tu devrais apprendre à ta femme à parler, sinon elle va semer la zizanie. » Mon père, avec un calme terrifiant, a répondu, « Harold, je pense que c'est toi qui dois apprendre le respect. » Queen, assise en bout de table, a finalement craqué. « Assez !» a-t-elle crié en se levant. Tout le monde, arrêtez ça. Lincoln, pourquoi as-tu amené tes parents ici pour transformer cette maison en champ de bataille? Mon cœur s'est senti écrasé en la regardant. Queen, je voulais juste que tu comprennes ce que ça fait d'être mis à l'écart de sa propre maison, ai-je répliqué, ma voix tremblante de colère et de douleur. Mais je me suis trompé, n'est-ce pas? Parce que maintenant, tu me vois juste comme l'égoïste. Monica, assise à proximité, a éclaté en sanglots. Noah a couru à l'étage, ses pas résonnant dans les escaliers. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception des sanglots de Monica et de nos respirations lourdes. Le lendemain matin, Harold et Marlène ont annoncé qu'ils partaient. « Nous ne pouvons plus rester ici, » a dit Marlène, sa voix pleine de douleur. « Si nous ne sommes pas les bienvenus, nous partirons. » Queen a essayé de les retenir, mais ils étaient résolus, faisant leurs valises dans leur fierté blessée. La maison est redevenue silencieuse, mais ce n'était pas la paix dont j'avais rêvé. C'était simplement l'accalmie après une tempête, pleine de fissures qui ne pouvaient être réparées. J'ai regardé Queen, espérant un soupçon de regret, mais elle s'est simplement détournée, les yeux rouges. Je savais que mon plan avait fonctionné. Harold et Marlène étaient partis,
mais le prix à payer était une rupture plus profonde avec la femme que j'aimais. Je me suis tenu sur le porche, regardant le jardin silencieux, et je me suis demandé, ai-je gagné, ou ai-je tout perdu? Les jours qui ont suivi le départ des parents de Quinn, notre maison est entrée dans un état étrange. Plus de disputes, plus d'ordre de Marlène, ni les rires tonitruants d'Harold. Mais le silence était lourd, comme si l'air portait encore la fumée de la bataille qui venait de se terminer. J'allais travailler chaque jour, rentrant dans une maison désormais occupée seulement par mes parents, George et Evelyn, ainsi que Quinn et les enfants. Mes parents restaient discrètement, aidants, mais leur présence, bien que réconfortante pour moi, était un rappel constant que les fissures de notre mariage n'étaient pas guéries. Quinn est devenue plus silencieuse. Elle travaillait toujours, s'occupait de Monica et Noah, mais son sourire, celui qui m'avait fait fondre il y a 15 ans, était maintenant aussi rare que le soleil en hiver. Elle évitait mon regard, esquivait les longues conversations. Chaque fois que j'essayais d'en commencer une, en lui demandant des nouvelles de sa journée ou des enfants, elle répondait sèchement et se détournait, comme si chaque mot rouvrait une blessure. Je voulais la serrer dans mes bras, lui dire que j'étais désolé d'avoir poussé les choses trop loin, mais son regard distant m'arrêtait à chaque fois. Les enfants, heureusement, ont lentement retrouvé leur innocence. Monica a cessé de se retirer dans sa chambre, et ses dessins ont recommencé à briller de couleurs vives. Un après-midi, elle a couru dans le jardin, m'entraînant dans une partie de chat, son rire sonnant comme une mélodie apaisante. Noah, avec son énergie naturelle, a recommencé à poser ses questions idiotes, comme « Papa, je peux garder un dinosaure dans le jardin ?» Jerry, lui, ébouriffé les cheveux, mais à l'intérieur, la question de Monica d'il y a quelques semaines résonnait « Est-ce que mamie est toujours en colère ?» Cela m'a fait réaliser que même si Harold et Marlène étaient partis, les blessures qu'ils avaient laissées persistaient. Pas seulement en moi, mais chez les enfants. Mes parents, George et Evelyn, sont restés, mais ont gardé une distance délicate. Maman aidait Quinn à nettoyer et jouer avec les enfants, mais ne dépassait jamais les limites. Une fois, je l'ai vue assise avec Monica, lui apprenant à plier des origamis, toutes deux gloussant lorsqu'une aile de grue en papier était de travers. Papa, avec son calme constant, passait du temps dans le jardin à réparer la clôture ou à lancer une balle avec Noah, mais il n'imposait jamais ses opinions. Leur douceur était quelque chose qui avait manqué à cette maison depuis trop longtemps, et j'ai remarqué que Quinn, bien qu'elle ne le dise pas, semblait le sentir aussi. Je l'ai surprise debout dans l'embrasure de la cuisine, regardant maman et Monica, les yeux pensifs. Un après-midi, j'ai surpris une conversation entre ma mère et Quinn dans le salon. Je venais de rentrer du travail et j'allais entrer, mais je me suis arrêté en entendant la voix de maman, douce mais pesante. « Quinn, tu sais, une maison n'est vraiment chaleureuse que lorsque tout le monde se respecte. Lincoln veut juste que cette maison soit paisible, pas que quelqu'un gagne. » Papa, assis dans un coin, a hoché la tête et a ajouté de sa voix profonde, « La famille est quelque chose que l'on construit ensemble, pas quelque chose qu'une seule personne contrôle. » Je me suis figé, le cœur battant, attendant la réponse de Quinn. Elle n'a pas parlé, mais je l'ai entendu soupirer, un son lourd d'épuisement et de regret. Les mots de mes parents étaient comme une pierre jetée dans un lac tranquille, remuant des pensées que Quinn avait peut-être essayé d'enfouir. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, je me suis assis sur le porche avec une tasse de café froid. J'ai pensé au premier jour où nous avons emménagé, quand Quinn et moi étions debout ensemble, regardant le jardin et rêvant de notre avenir. Je me souvenais comment elle m'avait serré par derrière, chuchotant que c'était notre maison. Maintenant, ce jardin était toujours là, mais nous étions devenus des étrangers, piégés entre l'amour et des fissures non cicatrisées. Je me suis demandé si Quinn pensait la même chose, si elle se souvenait de ces jours, ou si elle était simplement perdue dans la douleur que j'avais contribué à causer. Quinn est sortie sur le porche, me surprenant. Elle est restée là, les bras croisés, regardant le jardin, silencieuse pendant un long moment. Puis elle a parlé, sa voix douce mais claire, « Lincoln, je ne sais pas quand les choses sont allées si loin. » Je me suis tourné vers elle, le cœur battant la chamade, attendant. Je voulais juste que mes parents soient proches des enfants, qu'ils se sentent importants. Mais je n'ai pas réalisé que je te faisais du mal. Ces mots étaient comme une faible lumière dans l'obscurité. Mais je n'osais pas trop espérer. J'ai répondu, ma voix rauque, « Quinn, je voulais juste que nous soyons une famille. Je ne voulais pas me battre contre toi, mais je ne pouvais pas me laisser mettre à l'écart. » Elle a hoché la tête, regardant toujours le jardin comme si elle cherchait quelque chose dans le noir. « Je sais, » a-t-elle dit, sa voix tremblante.
Mais je ne sais pas comment réparer ça. Je voulais lui prendre la main, lui dire que nous pouvions recommencer, mais je suis resté silencieux, laissant le calme s'installer entre nous. Je savais que, bien que nous soyons au bord de la rupture ou de la guérison, nous avions besoin de temps. Du temps pour nous comprendre, pour redécouvrir le respect que nous avions perdu. Les jours qui ont suivi se sont écoulés dans une phase étrange, une paix fragile comme la surface calme d'un lac cachant des courants turbulents en dessous. Mes parents, Georges et Evelyne, ont commencé à se préparer à retourner dans leur petite ville. Un matin, alors que je préparais du café dans la cuisine, maman m'a pris à part, sa voix douce mais sérieuse, « Lincoln, une maison n'est vraiment chaleureuse que lorsque les deux personnes veulent la maintenir ainsi. Toi et Quinn, vous devez parler. Vraiment parler. Pas pour gagner, mais pour vous retrouver. » Papa, qui se tenait à proximité, a simplement hoché la tête, mais ses yeux m'ont dit qu'il croyait que je trouverais un moyen. J'ai regardé maman, puis papa, et j'ai ressenti une profonde gratitude. Ils étaient venus ici non pas pour prendre le contrôle ou se battre à ma place, mais pour me rappeler qui j'étais. Un mari, un père, un homme qui rêvait d'un foyer. Merci, ai-je dit, ma voix rauque. Maman m'a serré la main et papa m'a tapé sur l'épaule, comme il le faisait quand j'étais enfant. Quelques jours plus tard, mes parents sont partis. Ils ont serré Monica et Noah dans leurs bras, leur disant de rester en bonne santé, puis sont montés dans leur voiture, laissant la maison à moi, Quinn et nos enfants. Alors que leur voiture disparaissait au bout de la rue, je suis resté sur le porche, ressentant un vide étrange. Mais avec cela est venue une lueur d'espoir. Maintenant, sans Harold, Marlène, ni même mes parents, il ne restait que nous, notre petite famille. C'était notre chance de repartir à zéro, ou d'affronter la vérité que nous étions peut-être allés trop loin. Quinn et moi avons commencé à parler davantage, bien que par des échanges courts et fragmentés. Nous discutions des enfants, du travail, de petites choses comme réparer la clôture ou acheter de nouveaux rideaux. Aucun de nous n'a mentionné la grande dispute ni n'a offert d'excuses claires, mais j'ai senti un changement en elle. Un soir, après que Monica et Noah se soient endormis, Quinn est sortie sur le porche où j'étais assis avec un café. Elle n'a pas parlé, s'est juste assise à côté de moi, regardant le jardin où les enfants avaient joué le jour de notre emménagement. La lumière du salon se déversait, illuminant son visage, et j'ai vu ses yeux briller comme si elle retenait quelque chose. « Lincoln » a-t-elle finalement dit, sa voix douce mais claire. J'ai eu tort. J'ai laissé mes parents et mon sens du devoir m'aveugler. Je n'ai pas réalisé à quel point je te faisais du mal. Je l'ai regardé, le cœur battant, mais je ne l'ai pas interrompu. Elle a continué, je voulais juste que tout le monde soit heureux, mais j'ai oublié que notre bonheur, le tien, le mien et celui des enfants, comptait le plus. J'ai pris une profonde inspiration, sentant un poids se lever de ma poitrine. Quinn, ai-je dit, ma voix rauque. J'ai eu tort aussi. J'ai poussé les choses trop loin, en amenant mes parents ici pour prouver quelque chose, mais je n'ai fait que blesser tout le monde, y compris toi. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux s'adoucissant, et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu le doux sourire dont j'étais tombé amoureux. Nous sommes restés assis là, sans rien dire de plus, simplement à regarder le jardin. La brise nocturne portait l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, et je me suis souvenu du moment où nous étions ici le jour de l'emménagement, avec la pancarte « Home Sweet Home » sur la porte. Cette maison, ce rêve, était toujours là, bien qu'obscurci par des fissures. Mais maintenant, je savais que même si ce ne serait pas facile, nous avions une chance de la reconstruire. Au fil du temps, nous avons commencé à retrouver notre ancien rythme. Les rires de Monica et Noah ont de nouveau rempli la maison, et le jardin résonnait de parties de chats. Quinn et moi avons appris à parler, vraiment parler, non pas pour nous disputer, mais pour nous comprendre. Nous avons fixé de nouvelles limites, non seulement avec nos familles, mais aussi avec nous-mêmes, pour protéger ce foyer. Mais au fond de moi, je savais que le voyage n'était pas terminé. Les fissures demeuraient, et le respect et l'amour que nous essayions de reconstruire étaient encore fragiles. Un soir, alors que j'étais assis sur le porche à regarder Quinn rire avec Noah, j'ai pensé à la plus grande leçon que j'avais apprise. La famille n'est pas un lieu exempt de conflits, mais un lieu où nous choisissons de rester, de réparer et d'aimer, peu importe la difficulté. Je me suis levé, je suis entré et j'ai raccroché la pancarte « Home Sweet Home » sur la porte. Elle s'était inclinée pendant les mois chaotiques. Elle n'était plus neuve, mais elle était là, un rappel que même si la route à venir pouvait être difficile, Quinn et moi pouvions retrouver notre foyer, un pas à la fois.